tous pour votre présence ce soir pour ce grand entretien entre Philippe Sands et Bruno Patino. Bon, je ne vais pas vraiment présenter Philippe Sands parce que ça se passe de commentaires, mais Philippe est donc un juriste franco-britannique, avocat, enseignant à l'University College de Londres et auteur de plusieurs ouvrages. Je n'en citerai que 3. Je crois un des plus emblématiques, c'est Retour à Lemberg, La filière, La dernière colonie, et puis maintenant ce livre qu'il va présenter ce soir. Et Bruno, qui est un peu un habitué de nos grands entretiens, puisqu'il nous avait déjà fait l'amitié de venir au premier semestre pour dialoguer avec Olivier Compagnon, autour de son livre Rire avec le diable. Comme le disait tout à l'heure Philippe, l'avantage de Bruno, si j'ose dire, c'est d'avoir rencontré le diable lui-même en 1992, quand il était correspondant du journal Le Monde à Santiago. Donc je passe la parole à Bruno. Merci beaucoup Jean-Marc. Moi je suis absolument ravi d'avoir la chance et l'honneur de dialoguer avec Philippe Sands autour de son livre 38 rue de Londres. Donc on va, si vous le voulez bien, évoquer le livre, l'histoire de ce livre, et puis ce qu'il en, comment son empreinte continue aujourd'hui. Peut-être avant de démarrer par la première question, Philippe, un rappel bref, historique, puisque on va dire que le début de ce livre, même si après il y a des retours en arrière, ça commence. Enfin, ce qui déclenche tout ça, c'est l'arrestation du général Pinochet à Londres le 17 octobre 1998. Un rappel historique, mais très très rapide, parce que j'imagine qu'ici vous connaissez tout ça. Donc vraiment à grands traits, en 30 secondes, en 1970, Salvador Allende est élu président au Chili. À l'époque, le corps électoral se partage en 3 tiers. Il est élu avec le tiers majoritaire. Il est élu en 70 et dès 1970, on va dire, apparaissent les premiers mouvements de sédition, de tentatives de renversement, alors même qu'il n'est pas encore en fonction, qui vont durer donc un gros millier de journées jusqu'au coup d'État du 11 septembre 1973, coup d'État mené par une junte de 4 militaires, les 3 forces armées plus les carabiniers et les forces armées qui finissent par se mettre d'accord sur une junte dont la direction serait tournante, avec comme premier directeur de la junte le général Pinochet. Dès 1974, il est le maître unique du pays, à la fois président entre guillemets unique et puis ayant la main notamment sur la police politique, c'est-à-dire la DINA, qui va être l'organisme principal de répression du pays. Je passe sur de nombreuses années de dictature. En 1988, un plébiscite a lieu comme prévu dans la Constitution de 1980 que Pinochet a fait adopter au pays. Plébiscite qui doit déterminer le 5 octobre 1988 si oui ou non les Chiliens continuent avec 8 années supplémentaires de présidence de Pinochet. Il perd le plébiscite, le non l'emporte comme vous le savez tous, et alors commence une première phase de transition qui va amener à l'élection d'un président civil à la tête d'une coalition de centre-gauche, la Concertación, avec l'élection de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin qui prend ses fonctions après l'élection de décembre 89 en mars 90. Et en mars 90, le général Pinochet quitte donc la présidence pour rester à la tête de l'armée de terre à laquelle la Constitution de 1980, enfin l'armée tout court, accorde quand même des pouvoirs assez importants. Je vais encore au-delà. Quand on est en 1998, puisque on va commencer là, mon cher Philippe, en 1998, le général Pinochet n'est plus commandant en chef de l'armée de terre, mais il est devenu sénateur à vie, comme c'était prévu par la Constitution. Un sénateur à vie qui a encore beaucoup de pouvoir, et c'est le seul moment où je parlerai de mon expérience personnelle avec le général. En tout cas, dans les années 90 et avant les arrestations à Londres, même s'il n'a plus le pouvoir absolu au Chili, loin s'en faut, puisque c'est un gouvernement civil qui a le pouvoir, il est absolument persuadé d'avoir, entre guillemets, gagné la partie d'un point de vue historique, c'est-à-dire qu'il pense avoir, refondé le pays, de donner au pays à la fois une constitution stable dans le temps et un régime économique ultralibéral assurant la croissance. Et puis surtout, il est absolument persuadé que même la question de son immunité ou son impunité ne se pose pas. Il m'a dit, on ne demande pas des comptes à ceux qui ont sauvé le pays. Et à l'époque, en 1998, c'est dans cet état d'esprit, on va dire, qu'il commence
des voyages, et notamment son petit voyage chirurgical à Londres, parce qu'il doit subir une petite opération. Voilà pour ce petit rappel historique que vous connaissiez tous. Et donc, mon cher Philippe, on va peut-être commencer par ça. Où es-tu? Que fais-tu quand tu apprends que le général Pinochet a été arrêté? Et en quoi, si j'ose dire, ça te concerne à ce moment-là ou ça ne te concerne pas? Juste pour commencer, ravi d'être de retour ici. C'est un lieu très important pour moi parce que c'est ici que ma maison d'édition Albin Michel annonce toujours les livres. Alors je suis passé ici 3 ou 4 fois et c'est vraiment un très grand plaisir d'être de retour et aussi d'être avec toi, Bruno, et on parlera plus tard peut-être des liens que nous avons autour de ce livre. Alors, pour moi, tout a commencé, en ce qui concerne cette histoire, le samedi 17 octobre 1998 à 17h. J'étais installé devant la télévision parce que c'était un samedi après-midi, c'était mon anniversaire et c'était l'annonce des résultats du football. Et je suis très passionné du foot et mon équipe Arsenal. À 17h pile, le BBC annonce, avant les résultats du match du foot, une grande nouvelle, arrestation de l'ex-président Augusto Pinochet. Et c'était une très grande nouvelle pour moi parce que je suis prof de droit international à l'Université de Londres et j'ai compris immédiatement que c'est la première fois dans l'histoire des êtres humains qu'un ex-président d'un pays est arrêté dans un pays tiers pour des crimes commis dans son propre pays. Ça, c'est la première fois. Et j'ai compris immédiatement qu'il allait argumenter qu'il avait une immunité absolue sur la base du droit anglais et du droit international. Mais à part ça, franchement, Pinochet ne jouait pas un gros rôle dans ma vie et je ne connaissais pas du tout les vraies conditions dans lesquelles il était arrêté. On peut revenir là-dessus. C'est seulement en écrivant ce livre que je commence à apprendre. Une semaine plus tard, je fais une interview à la BBC en capacité universitaire. Est-ce que M. Pinochet a le droit d'avoir l'immunité absolue devant les tribunaux britanniques? Je ne sais pas. Je réponds à la BBC parce que c'est la première fois. On ne sait pas. Il y avait le procès de Nuremberg, mais c'était un tribunal international. Pas d'immunité devant les tribunaux internationaux. Alors on ne savait pas ce qu'allaient faire les tribunaux britanniques. Ça, c'était le dimanche 25 octobre. Le vendredi 30 octobre, je suis ici à Paris. C'est l'enterrement de mon grand-père. Et j'arrive, je rencontre ma femme à l'entrée du cimetière de Pantin et je viens de recevoir, en quittant mon hôtel, j'étais à Paris, je travaillais dans un procès, un coup de téléphone de mon cabinet à Londres en me disant très simplement, Philippe, nous venons de recevoir un coup de téléphone des avocats de M. Pinochet, ils veulent que tu plaides pour lui qu'il a une immunité absolue. Alors là, je dois expliquer. Je suis barrister, avocat anglais. Nous sommes les avocats qui portent les perruques. Et on adore, les Anglais adorent porter les perruques. Et on a un principe déontologique qui s'appelle en anglais the cab rank principle. On est comme chauffeur de taxi. On n'a pas le droit de dire, pour les procès qui se placent devant les tribunaux britanniques, qu'on ne veut pas agir pour quelqu'un parce qu'on n'aime pas ce visage, on n'aime pas la politique. Le principe, c'est qu'on agisse pour toute personne. On n'a pas le droit de... Il y a des exceptions. Je rencontre ma femme devant la porte et je lui dis, je viens de recevoir ce coup de téléphone, est-ce que tu vas le faire? Demande ma femme, qui est la fille d'une réfugiée de la guerre civile en Espagne. Alors il y a un lien. Et je dis, tu sais, il y a un principe de chauffeur de taxi, on n'a pas le droit de dire non. Et je dois être très honnête, comme je le suis dans le livre. En fait, c'était le plus grand procès depuis Nuremberg. Et moi, je voulais participer dans ce procès. Alors je dis, tu sais, principe de chauffeur de taxi. Elle est américaine. Et les Américains, ils ont un principe différent. On choisit les affaires qu'on veut faire. Elle me pose encore une fois la question, est-ce que tu vas le faire? Parce que tu sais ce que je pense, moi, sur le principe de chauffeur de taxi. Et je dis, voilà, c'est une règle déontologique, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, très bien, tu le fais, je te divorce demain. Je ne l'ai pas fait. Toutes les règles
Britanniques ont toujours des exceptions. L'exception dont je me suis servi, c'est l'exception de l'embarras professionnel. Et l'embarras professionnel était que 5 jours auparavant, j'avais dit sur le BBC, ce monsieur ne devrait pas avoir l'immunité. Même si on ne savait pas ce qu'allaient faire les tribunaux, à mon avis, personnel, pas d'immunité. Et c'est comme ça que ça a débarqué. J'ai pensé que je ne serais pas participant, mais 3 jours plus tard, un ONG américain, Human Rights Watch, ont demandé est-ce que je suis prêt à plaider contre M. Pinochet. Je reviens vers ma femme et j'ai passé 1 an et demi au service de Human Rights Watch et le gouvernement belge, après, plus tard, contre M. Pinochet. Donc ça a commencé comme ça. Et juste, tu évoquais effectivement le fait que ce qui était incroyable, c'est que pour la première fois, un président pouvait être jugé devant un tribunal d'un pays pour les crimes commis dans le pays du président lui-même. Mais on pourrait rajouter une dose de complexité à ce que tu viens de dire. C'était en plus, tu l'as dit toi-même, la poursuite venait de l'Espagne, c'est-à-dire d'un pays tiers. Alors c'était né comment tu l'expliques très bien dans le livre, mais comment c'était fait Alors je vais répondre à ça en 2 parties, parce qu'il y a une certaine complexité que ce soit l'Espagne. Il y a plein de gens dans la salle qui comprennent très bien. Je vais revenir là-dessus. En fait, on ne savait pas comment ça avait commencé. Pour nous, octobre 98, il y avait ce juge à Madrid, M. Balthazar Garzón, c'est lui qui a fait une demande le 16 octobre 98 pour l'arrestation et l'extradition envers l'Espagne de M. Pinochet pour crimes de génocide, crimes contre l'humanité, torture, disparition, sur la base du principe de compétence universelle. Des crimes qui sont si terribles que tout pays a le droit d'agir devant leurs propres tribunaux. Et c'était la première fois. Mais là, en écrivant le livre, en fait, ce qui s'est passé, 23 ans après ces événements en 98, mon livre La filière, The Rat Line en anglais, le 2e dans la trilogie, est publié en Espagne. Et quelques semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone de mon éditrice en Espagne qui me dit « Je viens de recevoir un email d'un procureur espagnol, Carlos Castresana, qui a lu dans un article dans El País que tu vas écrire ton prochain livre sur Pinochet à Londres. Il veut te parler. Est-ce que tu es prêt à avoir une conversation avec lui ?» Je dis oui. C'est pendant le Covid, on fait ça par Zoom, c'était pas l'idéal, mais on a parlé pendant 3 heures. Il me raconte l'histoire. En fait, il faut aller en arrière. L'arrestation, c'est octobre 98. Tout a commencé en avril 96. Et en avril 96, il reçoit une petite délégation de réfugiés chiliens et chiliennes qui vient chez lui dans son bureau et disent « Regardez, on a vu que vous êtes en train de voir si vous pouvez faire quelque chose contre la dictature en Argentine. Est-ce que vous pouvez aussi faire la même chose avec M. Pinochet ?» Et c'est les 3 autres qui sont impliqués dans le junta. Il dit oui, je vais regarder, je vais voir s'il y a une base. Il fait une petite recherche, ça dure 2-3 semaines. Et il dit oui, absolument, j'ai trouvé une base, mais il y a un problème. Le problème, c'est que les tribunaux espagnols sont très conservateurs. Et même si on n'en a pas besoin formellement, d'une raison politique, ça sera mieux de commencer cette affaire avec des victimes espagnoles. Est-ce que vous pouvez aller me trouver des victimes qui ont ou double nationalité ou espagnoles? Ils partent, ils reviennent 2 semaines plus tard, ils reviennent avec 4 noms. Et Carlos Castresana choisit un nom, un monsieur dont je ne connaissais pas le nom. J'avais vu peut-être dans la documentation, mais je ne me souvenais pas, un monsieur qui s'appelle Carmelo Soria. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris Carmelo Soria? Il a choisi Carmelo Soria parce que Carmelo Soria était la tête des Nations Unies à Santiago en 76, et le 14 juillet 76, avec immunité, tous les privilèges, il est disparu. Il est arrêté, il ne rentre pas chez lui. 3 jours plus tard, on le trouve décédé, tué par le DINA, les services secrets de Pinochet. Deuxièmement, il a double nationalité, espagnole et chilien. Troisièmement, son arrière-grand-père est un très grand monsieur en Espagne, architecte très connu. 4e point, son frère, le frère de Carmelo Soria, Arturo Soria, est l'éditeur d'un grand poète chilien qui s'appelle Pablo Neruda. Alors, il est très connu. La famille est très connue. Alors, il commence l'affaire avec Carmelo Soria. Et l'affaire commence devant les tribunaux de Valencia le 14 juillet 1996. Et le juge à Valencia dit oui, feu vert, l'affaire commence. Et l'affaire procède lentement et l'affaire arrive
à Madrid, à l'Audiencia Nationale, en 98, et c'est à ce moment-là que ça arrive devant le bureau de M. Baltasar Garzón. Mais ça commence avec Castresana. Je raconte cette histoire à ma belle-mère. Je vous ai dit déjà que ma femme, Natalia Schifrin, est la fille d'une Espagnole qui est réfugiée de la guerre civile, qui arrive en Angleterre en 1940 avec ses parents. Son père est militaire, colonel dans l'armée républicaine contre Franco. Et je raconte, ma belle-mère qui est fabuleuse, veut tout savoir de cette histoire. Je raconte l'histoire exactement comme je vous l'ai racontée. À un certain moment, elle me regarde, elle me dit, Philippe, le nom de ce monsieur espagnol, chilien, c'était quoi encore? Je dis Carmelo Soria. Elle me regarde, elle sourit, elle dit rien, et finalement, elle dit bien sûr, bien sûr. Et j'avais oublié, cousin Carmelo. Et avec ces mots, je comprends que nous avons toute une famille à Chili que je ne connaissais pas et que ma femme ne connaissait pas. 1 heure plus tard, je suis en contact avec la fille de Carmelo Soria, ma cousine Carmen, et comme vous savez tous, dès qu'on a des contacts directs, on rentre dans une histoire, il y a une confiance et on arrive à avoir des informations qui sont complètement différentes. Alors, l'histoire a commencé comme ça. 2 ans plus tard, l'avocat de Laura Soria découvre par un message d'un Chilien très connu, Victor Pey, que Pinochet est à Londres. Il va envers le juge qui a le dossier Pinochet, Garcés Castellón, qui vraiment n'est pas très intéressé. Alors il décide d'aller trouver un autre juge. Et il trouve M. Garzón. Je décris toute l'histoire dans le livre, mais finalement, ce qui est remarquable avec cette histoire, c'est que la seule chose que Baltasar Garzón allait faire jusqu'au matin du 16 octobre 1998, c'était d'avoir l'autorisation britannique de poser certaines questions au général Pinochet. Pas d'arrestation, pas de demande d'extradition, mais il a commencé à préparer les questions. Mais le matin du 16 octobre 1998, il reçoit un coup de téléphone complètement inattendu du numéro 2 de l'ambassade britannique à Madrid, M. John Dew, qui deviendra plus tard l'ambassadeur britannique en Colombie, qui lui dit, regarde, tu nous as aidés dans une affaire qui concerne le Gibraltar et tout ça, et le blanchissement des fonds, je vais vous aider un peu, je viens d'apprendre que M. Pinochet part demain matin, il va retourner au Chili. Alors si vous voulez agir, c'est maintenant. Garzón, que j'ai interviewé plusieurs fois, me raconte comment il a déchiré toutes les questions. Il avait une 20aine de questions pour Pinochet. Il déchire tout ça. Il écrit à main, en 30 minutes, demande d'arrestation, demande d'extradition. C'est tapé à la machine. Il envoie ça par fax. Et le soir même, Pinochet est arrêté. Alors, c'est un accident, finalement. Ça s'est passé pas par un grand complot, comme disent beaucoup de gens. C'est un accident. Et c'est toujours, et ça c'est mon expérience avec tous mes livres, Tour Allenberg, La Filière, 38 rue de Londres, c'est toujours les individus qui font la différence. Les individus qui font quelque chose qui est inattendant. Ça peut être un procureur, ça peut être un juge, ça peut être un diplomate, ça peut être un journaliste, mais il y a quelqu'un qui agit et qui change vastement la suite d'une histoire. Alors voilà, il y a un psychanalyste qui dirait il n'y a pas de hasard, hein. Ouais. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Ça peut être un accident, c'est un mystère aussi, puisque en fait, ce que tu mentionnes, c'est que plusieurs mois avant la venue de Pinochet à Londres, il y avait eu un grand article dans El País faisant état justement des débuts des manœuvres, ou en tout cas des études juridiques qui étaient en train d'être faites en Espagne. Et je me souviens très bien que l'article terminait en disant il serait malencontreux pour le général Pinochet de voyager en Europe désormais. Et malgré tout, alors que son cabinet, enfin son comité assesseur lisait El País, il est quand même venu en Grande-Bretagne pour rencontrer Margaret Thatcher et se soigner. Alors, il va y avoir 2 ans de débat juridique. 503 jours. 503 jours exactement de débat juridique. Si on devait essayer de... Parce que le livre est écrit aussi comme un thriller juridique, mais si on devait essayer de résumer les thèses qui s'affrontent et à quel moment l'une supplante l'autre et l'autre supplante l'une,
avant qu'on aille à la résolution, mais ça on le lira beaucoup plus tard, juste le débat juridique, est-ce que tu peux le résumer? Alors, le premier débat juridique est le débat le plus important. Est-ce qu'il a droit à l'immunité ou non? Et c'est la première fois dans l'histoire des êtres humains qu'un tribunal national, un tribunal de droit interne, doit siéger là-dessus. Et là, il y a des grands drames. Et c'est complexe et on peut passer, dans le style de Fidel Castro, 7 heures là-dessus si vous voulez, mais vous n'avez pas 7 heures devant vous. Alors, en résumé, la Cour suprême à l'époque, en Angleterre, s'appelait The House of Lords. Et il y a eu plusieurs étapes devant The House of Lords. La première question, c'était d'avoir une demande d'arrestation. Et là, il y a énormément de coïncidences dans l'histoire. Non seulement que la famille Soria fait partie en fait, de la famille étant de ma femme, mais que le monsieur, le magistrat qui a signé la demande d'arrestation le soir du 16 octobre 1998, monsieur Nicholas Evans, c'est mon voisin. Je ne le savais pas à l'époque. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il a donné aucune interview, sauf à moi. Il a raconté comment ça s'est passé. En fait, c'est une histoire assez remarquable parce que il m'a dit, en racontant l'histoire, tu sais Philippe, je ne suis pas comme toi. Le droit international, les aspects internationaux, ce n'était pas mon domaine, ce n'était pas ce que je faisais. Pinochet, à vrai dire, non, je ne connaissais pas vraiment le nom, je ne savais pas vraiment qui c'était. Ils sont arrivés chez moi, 4 policiers de Scotland Yard avec un morceau de papier. Ils m'ont demandé de signer le mandat d'arrestation. Il y avait marqué sur le morceau de papier génocide, crime contre l'humanité, torture. C'est la première fois que je vois ça. Alors je me suis dit, je ne vais pas signer les choses que je ne connais pas. J'ai barré tous les mots et j'ai écrit meurtre. Catastrophe. Pourquoi ? Parce que les tribunaux britanniques n'ont pas compétence sur l'acte de meurtre en Chili. Ce n'est pas un crime international. Et ça crée énormément de problèmes dans les semaines qui ont passé. Et à chaque étape, il y a eu des problèmes de cette sorte parce que c'était la première fois. Finalement, ça arrive au House of Lords. Première étape, novembre 1998. C'était comme un match de foot. J'ai plaidé pour Human Rights Watch. Mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui, James Cameron, a plaidé pour M. Pinochet. Alors, on ne s'est pas parlé pendant 6 mois. C'était très complexe. Et on arrive le 25 novembre pour, première fois dans l'histoire des êtres humains, un jugement, un arrêt d'un tribunal sur la question de immunité ou non. Et c'était comme un match de foot. 0-1 contre nous, le premier juge a parlé, immunité absolue. Deuxième juge, immunité absolue, 0-2. On se dit, voilà, c'est foutu. Mais en fait, c'était comme le match de Manchester United et Bayern, quand Manchester ont... Il faut avoir la référence. 3 buts en 5 minutes. Troisième juge, non, pas d'immunité. 1-2. Quatrième juge, pas d'immunité. 2-2. Il restait un seul juge, Lord Hoffman. Et on savait, c'était le seul des 5 juges pendant la plaidoirie, pendant la phase orale, qu'on savait qu'il n'était pas avec Pinochet. Alors on savait qu'on allait gagner. Je me souviens, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon collègue et je dis, mais c'est remarquable, c'est incroyable ce qui va se passer. Et Hoffman parle, il dit, pas d'immunité. 3-2, on a gagné, pas d'immunité. Et quand vous regardez sur la BBC ce moment, parce que vous pouvez le trouver sur l'archive, on ressent, il y a un grand respiration. Les gens reconnaissaient que ce qui se passait était énorme. Le monde avait vraiment changé. Le soir, on rentre, on fait une grande fête chez moi avec ma femme, avec notre équipe. À 10h30, on allume la télé pour voir le grand débat du soir, ça sera sur l'affaire Pinochet. Et il y a une sénatrice chilienne qui prend la parole en direct de Santiago, Evelyn Matei,
qui était candidate pour présidente là maintenant, et qui dit, mais c'est épouvantable, ce Hoffman, il travaille pour Amnesty International, qui était aussi intervenant dans l'affaire. Sa femme travaille pour Amnesty International, il y a un conflit. Et le présentateur dit, non, c'est ridicule, il y avait un problème. Et les avocats de Pinochet ont fait une demande d'annulation de l'arrêt. Ils ont gagné. Alors on repart, c'était comme comme le film Groundhog Day, on a reparti exactement la même affaire la deuxième fois. Alors il faut aussi expliquer que dans ce livre, c'est pas seulement, et c'est mon style avec tous mes livres, je parle avec tous les côtés des personnes. Et il y a un monsieur qui joue un rôle très important dans ce livre. C'est le monsieur que j'ai rencontré le jour où le procès a commencé la première fois aux Chambres des Lords, House of Lords. Je m'installe là où... Vous êtes à côté, en fait. Je m'installe et à côté, il y a un monsieur qui a 20 ans de plus que moi. Il a un costume sublime, il a des cheveux fantastiques, il a une chemise blanche, il a une cravate. Et je me souviens aussi, on a tous aperçu ça, il était très parfumé. Il était riche, ce monsieur. Il se met debout, tient la main, il dit « Miguel Schweitzer, conseiller de Augusto Pinochet pour tout ce qui concerne droits de l'homme, 73 jusqu'à 85. Oh » Vraiment, quand quelqu'un te dit ça, tu respires, tu te dis « Qu'est-ce que je veux faire ?» Mais petit à petit, parce qu'on s'était assis l'un à côté de l'autre, on a bavardé, on a parlé et on est resté en contact pendant 20 ans. Il est décédé, on a une politique complètement différente, mais il a lu mes livres. Il a lu Retour à Lemberg, il a lu La Filière. Il a dit, j'ai vu que je peux te faire confiance, que quand tu parles avec les gens, tu les attaques pas, tu les juges pas, je vais te raconter. Alors, partout dans le livre, on a les histoires internes de l'équipe Pinochet, par la voix de M. Miguel Schweitzer, qui est partant avec Pinochet pendant 40 ans. Vraiment, c'est le conseiller le plus proche, je pense qu'on peut dire, de Augusto Pinochet. Alors, on a les points de détail. Bien sûr, il ne m'a pas tout dit, mais il m'a raconté plein d'histoires remarquables. Finalement, on arrive au troisième tour devant les Chambres des Lords, c'est mars 99, et là, on a un jugement tout à fait clair des Chambres des Lords, pas d'immunité pour torture. Et l'affaire procède, et on a l'impression qu'il y aura l'extradition envers l'Espagne. Sauf que en septembre 99, on commence à entendre des échos, des rumeurs. Peut-être il est un peu malade, ce monsieur Pinochet, peut-être il n'est pas en capacité de participer dans un procès en Espagne. Et finalement, en janvier 2000, M. Jack Straw, le ministre des Affaires intérieures de Grande-Bretagne, annonce qu'il n'a pas les capacités de participer dans un procès. Il ne sera pas envoyé en Espagne, il sera de retour au Chili. Et le 3 mars, il rentre au Chili. On avait l'impression, tous qui étaient participants dans ce procès, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et on se posait la question, est-ce qu'il y a eu un accord entre les Britanniques et les Chiliens? Et ça, c'était 2000. Et moi, j'ai commencé à écrire ce livre en 2015. Et il y a 2 grandes investigations. C'est un peu comme un thriller. Et on va parler de l'autre après. C'était, est-ce qu'il y a un accord entre les Britanniques et les Chiliens? Et la réponse, maintenant, on le sait, spoiler alert, oui, c'est clair. Ça, j'ai finalement découvert, parce que je suis très persistant, j'ai trouvé le négociateur chilien. Il avait parlé à personne. Il travaille toujours, de nos jours, pour le ministre des Affaires étrangères en Chili. Il s'appelle Cristian Tolosa. Et Cristian Tolosa était celui qui écrivait les speeches du président Frey à l'époque.
et on lui a choisi d'être l'intervenant avec les Britanniques pour des raisons intéressantes. Il avait fait, quelques années auparavant, un doctorat en psychologie en Angleterre. Et les autorités chiliennes ont décidé, ça c'est un monsieur qui comprend comment les Britanniques pensent. Et c'est lui qui va nous aider à retourner M. Pinochet. En fait, Christian Tolosa est très anti-Pinochet. Ce n'est pas un ami de M. Pinochet, mais son président, son gouvernement lui a dit « vous allez faire ça ». Il a fait ce qu'il devait faire comme un bon employé de l'État. Et c'est lui qui organise un projet à 3 étapes pour créer l'impression que M. Pinochet a un dementia, qu'il n'est pas capable de participer dans un procès, et finalement, ça marche. Et j'ai parlé de l'autre côté aussi, avec l'intervenant britannique, un très grand monsieur en Angleterre, M. Jonathan Powell, qui est maintenant de retour dans le gouvernement britannique de Keir Starmer comme conseiller sur la sécurité nationale. C'est l'architecte du Good Friday Agreement en Irlande du Nord. Et ils m'ont tous les deux raconté la même histoire. Il y a eu un accord. Les Britanniques, côté britannique, ils voulaient un prix. Et le prix était, ils voulaient savoir que quand Pinochet rentre au Chili, il va perdre son immunité en Chili. Ça, c'était le prix de prendre cette direction. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Mais ce que j'ai appris, et je l'ai mis dans le livre, c'est que les Britanniques voulaient une preuve que quand M. Pinochet rentre, il va perdre son immunité. Comment prouver ça? M. Tolosa arrive à Londres avec un document remarquable. Alors, il y a des Chiliens dans la salle, vous comprenez très bien que moi, comme tout le monde, était sous l'impression qu'il n'y a pas de documentation. Il n'y avait aucun document signé par Pinochet qui ordonnait la disparition des gens, la torture des gens, la tuerie des gens. Tout le monde m'a dit ça au Chili. Ça n'existe pas. Mais M. Tolosa arrive avec un morceau de papier signé par M. Pinochet dans une tuerie qui s'appelle la Caravana de la Muerte. Et Tolosa m'a dit exactement ce qu'il y avait dans le document. Je n'ai pas vu le document, mais il m'a dit ce qu'il y avait dans le document. Et M. Jonathan Powell m'a dit ce qu'il y avait dans le document. Il a accepté le document. Il a regardé le document. Il a dit oui, avec ça, on a les preuves et on va participer. Et là, les pages dans le livre qui traitent sur ce document, sur la Caravane de la Muerte, créent de nos jours, aujourd'hui, un grand drame au Chili. Parce que maintenant, il y a un procès de ceux qui sont touchés par les tueries de la Caravane de la Muerte pour obtenir copie de ce document, pour voir exactement qu'est-ce qui était ordonné et quand. Et la semaine dernière, la juge qui est occupée de ce dossier, Paula Plaza, que je connais un peu, a ordonné que l'ancien président, M. Frey, doit comparaître devant elle prochainement pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Et moi, on m'a aussi déjà averti que moi aussi, à un certain moment, je vais devoir comparaître devant les autorités judiciaires pour expliquer comment j'ai eu ces informations. Mais c'est-à-dire, c'est une façon de dire que 50 ans plus tard, comme il y a plein dans la salle qui connaissent très bien, l'histoire n'est pas finie. Ça continue à susciter d'énormes controverses et de difficultés, au moment, comme vous le savez bien, que nous avons une élection présidentielle au Chili, entre, on ne peut pas inventer ça, une communiste et le fils d'un nazi. Et c'est, on le sait bien, le fils du nazi qui va gagner et qui sera prochainement président. Et ça va créer, je pense, énormément de questions entre la partie législative, exécutive du gouvernement d'un côté et la partie judiciaire de l'autre côté. Alors, tu viens effectivement de résumer brillamment toute cette affaire judiciaire, mais
on sent bien que la question, tu l'as dit toi-même, c'est finalement comment se constitue petit à petit cette idée de justice universelle. Le fait qu'à un moment donné, si j'ose dire, il y a des crimes qui ne passent pas d'un point de vue évidemment non seulement mémoriel mais judiciaire. Et donc, ce qui est incroyable dans ce livre aussi, c'est qu'à un moment donné, évidemment, tu convoques aussi le passé pour ton enquête actuelle. Et donc, il y a tout un autre volet dans ce livre. Tu as mentionné ta deuxième enquête où tu entrecroises les enquêtes. Et je voudrais peut-être... Alors, tu pars de l'écrivain chilien Bolaño, Roberto Bolaño, pour nous introduire, si j'ose dire, un personnage, lui, nazi, inventeur, je mets des guillemets, évidemment, de ce qu'on a appelé la Shoah par camion, donc du crime contre l'humanité fait à partir de camions. Donc, Walter Rauff, qui s'était réfugié au Chili. Peut-être, dis-nous pourquoi tu le fais rentrer et pourquoi, en fait, tu vas enquêter, et on va en parler après, tu vas aller là-bas, parce que là, on a parlé de Londres, on a parlé de l'Espagne, mais évidemment, dans le livre lui-même, ça va nous amener au Chili avec une question latente. Finalement, y a-t-il un lien, y a-t-il eu un lien à un moment donné entre, j'allais dire, le nazi, le tortionnaire du passé, et le tortionnaire du coup d'État de 73. Oui, on va passer un certain moment à Punta Arenas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est de Punta Arenas, juste pour savoir? Un peu. Ok. Alors, en fait, j'ai décidé d'écrire ce livre 17 ans après l'affaire Pinochet a commencé, dans une circonstance complètement inattendue. J'avais écrit ce livre, Retour à Lemberg, qui commence avec ces deux hommes qui ont inventé les concepts de crime contre l'humanité et génocide, et l'histoire de mon grand-père, troisième personnage, et un quatrième personnage, Hans Frank, qui était l'avocat personnel de Adolf Hitler entre 28 et 33, et qui après devient le gouverneur général de la Pologne occupée par les nazis entre 39 et 45. Et par la voix de Hans Frank, je suis introduit à un autre personnage qui s'appelle Otto Wächter, le député de Hans Frank, et lui et sa femme Charlotte deviennent les personnages principaux dans la suite de cette trilogie, c'est-à-dire La Filière. Je dois dire, cette trilogie, c'est un accident. Quand je pars à Lviv en octobre 2010, pour la première fois, j'avais aucune intention d'écrire un livre, mais je découvre une histoire hallucinante et je dis, bon, je vais écrire un premier livre. J'attendais pas du tout d'écrire un deuxième livre, mais en rencontrant le fils de Otto et Charlotte Wächter, qui s'appelle Horst, qui habite à Vienne, juste en dehors de Vienne, en Autriche, il me donne accès aux archives personnelles de ses parents. Otto et Charlotte, deux grands nazis, 10 000 pages, leur vie entre 1929 et 1949. Et j'étais très informé par une de mes collègues à University College London à Londres, une grande professeure de l'histoire, Lisa Jardine, qui avait comme sa thèse principale que si on veut vraiment savoir pourquoi les choses se passent, il ne faut pas s'interroger sur les documents d'État, les documents formels, la législation, parce que ce n'est pas là où on trouve la vérité. On trouve la vérité dans la documentation privée, les lettres, les cartes postales, les agendas, les interviews entre familles. Et quand Horst Wächter m'a dit « je te donne accès à 10 000 pages », tout en allemand, une langue que je parle très couramment, j'ai dit « bon, ok, on y va ». Et j'ai eu 5 étudiants à m'aider à tout lire. Et cette base de 10 000 pages, c'est la base pour écrire La Filière, parce que j'ai découvert des choses remarquables par ces documents. Mais parmi ces documents, je trouve une lettre de 3 pages, mai 1949, écrite à Otto Wächter, qui a pris une sorte de refuge au Vatican pour s'échapper contre l'inculpation pour crime contre l'humanité, pour génocide, pour les tueries de Lviv en Ukraine de nos jours. Et
l'auteur de cette lettre, c'est Walter Rauff. Je google, je sais qui ce monsieur Rauff, c'est le monsieur qui gérait les camions à gaz qui sont responsables pour la meurtre de centaines de milliers de personnes, des êtres humains en Pologne, en Russie, dans l'Europe centrale. Et Rauff écrit à son camarade, parce qu'ils ont travaillé ensemble à Berlin, ils ont travaillé ensemble à Vienne, ils ont travaillé ensemble à Milan, où Rauff était le chef du Gestapo, anticommuniste, anti-juif, etc., etc. Et Rauff lui dit, viens pas en Syrie, où il habitait pendant 1 an. C'est pas bien pour nous les Allemands, c'est pas bien pour nous les Autrichiens, ils savent pas comment travailler. Plutôt, aller vers l'Amérique du Sud. Wächter est décédé dans des circonstances inattendues. C'est la base du livre, La filière. Découvrir comment est-ce qu'il est décédé. Et Rauff poursuit ses propres conseils à son ami. Il quitte la Syrie, il rentre en Italie, il retrouve sa femme, Edith, et ses 2 enfants, et ils partent ensemble en Amérique du Sud. Ils débarquent en Équateur. Et il commence en 1950 une nouvelle vie à Quito, comme petit homme d'affaires. À Quito, ils ont une vie sublime, et ils n'ont pas envie de changer, mais en 1956, ils rencontrent un couple délicieux, adorable, qui dit à monsieur et madame Rauff, franchement, je sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi vous restez ici en Équateur, pourquoi vous ne partez pas au Chili? D'abord, en Chili, on aime les gens comme vous, et deuxièmement, il y a plein d'Allemands absolument adorables au Chili. Partez au Chili. Alors en 1958, la famille Rauff débarque au Chili. Et ils arrivent à Santiago, mais finalement, il n'y a pas de travail à Santiago, alors ils vont vers le sud. Et ils arrivent fin 58 à Punta Arenas. Et M. Rauff devient le gérant d'une pêcherie de crabes géant, Santoya. Et il fait une nouvelle vie qui va très bien jusqu'à décembre 62, quand il est arrêté pour crimes contre l'humanité et génocide, et il y a une demande d'extradition pour l'Allemagne de l'Ouest. La Cour suprême de Chili, en avril 63, décide qu'il ne peut pas être extradé en Allemagne de l'Ouest parce qu'il y a une période de prescription au Chili de 15 ans. C'est-à-dire, les crimes ont eu lieu avec les camionnettes à gaz en 41-42, on est maintenant en 63, ça fait 22 ans, c'est trop tard. Il est exonéré, il rentre chez lui à Punta Arenas, il reprend sa vie avec les crabes. 10 ans plus tard, le 11 septembre 73, il est heureux comme jamais dans sa vie. Il est ravi par ce coup d'État, non seulement parce qu'il y a un coup d'État, mais parce que le nouveau chef du gouvernement, c'est son copain. Parce que la famille à Quito, où ils ont fait l'amitié, c'est monsieur et madame Pinochet. C'est Pinochet qui a invité Rauff à venir au Chili. Et donc, le moment que j'ai appris ça, je me suis dit, s'ils se connaissaient en 56, c'est fort possible qu'ils se connaissaient aussi en 58, quand il arrive au Chili, et peut-être aussi en 73, quand le coup d'État. Et dès que, avec mon imagination de ceux qui plaident devant les tribunaux à cette idée, je me dis, mais est-ce que c'est possible que Rauff a assisté dans la disparition des êtres humains au Chili après le 11 septembre 73. Et ça, c'est la grande investigation de la deuxième partie du livre. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que Rauff a participé? Est-ce que les crimes qui ont tombé sur mon bureau à Londres en 1998, quand j'ai travaillé pour Human Rights Watch contre Pinochet, est-ce que c'était des crimes qui impliquaient M. Pinochet? Et la raison pour le titre du livre, ça a mis du temps, parce qu'il n'y avait pas de documentation, mais il y avait des témoins. Et il y avait des témoins du côté victime
que j'ai connus et que je connais, et il y a des témoins de l'autre côté qui ont travaillé pour le DINA, avec qui j'ai parlé et j'ai visité. Et le moment clé du livre, c'est quand je rencontre un monsieur qui s'appelle Léon Gomez. Léon Gomez avait 19 ans en juillet 1974. Il est arrêté parce qu'il était de gauche et avec 6 camarades, ils sont emmenés à ce lieu qui s'appelle 38 rue de Londres. C'est un bâtiment qui était le bâtiment du Parti socialiste au Chili jusqu'au 11 septembre 1973. Ça a été approprié par Pinochet, tourné en centre de détention, interrogation, torture, disparition. Et parmi les 7, Léon Gomez est le seul qui a survécu. Les 6 autres, ils ont tous disparu, y compris un Français, Alfonso Chanfro. Vous connaissez parmi vous certainement son épouse, Erika, avec qui j'ai travaillé très prochement. C'est une personne absolument remarquable. Et Léon Gomez m'a raconté ce qui s'est passé quand il arrive, 38 rue de Londres, avec un autre copain avec qui j'étais à Bruxelles la semaine dernière, Miguel Reboledo et Margarita Reboledo, qu'il a été emmené en haut, il est mis au nu, il est mis sur un lit, le lit en métal, l'électricité est attachée, il est torturé pendant 1 semaine. Il a les yeux couverts, mais il entend les voix. Il entend une voix allemande. Et à un certain moment, il arrive à voir le visage du monsieur qui parle avec un accent allemand. Et il reconnaît immédiatement ce monsieur. Et je lui dis, comment ça se fait que tu l'as reconnu? Il m'a dit, parce que en 63, quand j'avais 9-10 ans, avec l'arrestation de ce monsieur Rauf, il y avait son image dans tous les journaux. Et je demandais à mon papa, c'est qui ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est dans les journaux, blablabla. Et j'ai immédiatement reconnu ce monsieur à 38 rue de Londres. C'était Walter Rauf. Et depuis, ce n'est pas le seul qui a été en contact avec Walter Rauf dans des centres de torture, que ce soit 38 rue de Londres ou Terras Verdes, où il y a des rumeurs aussi pour un autre lieu qui s'appelle Dawson, Isla Dawson. Je trouve des victimes qui sont en contact avec M. Rauf. Je suis plaideur devant les tribunaux, alors je sais très bien que les juges prennent très au sérieux les paroles et les témoignages des victimes, mais parfois ils se disent, est-ce que c'est vraiment assez? Est-ce qu'on a assez pour aller jusqu'au bout? Alors je décide que je vais aller à l'autre côté. Et je vais aller parler avec certains gens du DINA. Et ça, c'était vraiment dur. Des gens qui ont été participants, 2 hommes en particulier, Samuel Fuenzalida et un monsieur qui s'appelle Jorgelino Vergara, reconnu comme El Mosito. Et El Mosito joue un rôle dans cette histoire particulièrement importante. Parce qu'à 14 ans, en 1974, il est pris comme travailleur dans la maison privée de M. Manuel Contreras. Manuel Contreras, c'est l'homme fort, la main droite de Pinochet et la tête du DINA. Et Jorgelino Vergara passe toutes ces années dans la maison de Manuel Contreras et il voit tout le monde qui rentre, tout le monde qui part. Et c'est lui qui me dit, oui, je reconnais ce monsieur, oui, ce monsieur a travaillé avec Contreras, et on peut aller ensemble au lieu où je l'ai vu. Et on part ensemble avec d'autres personnes dans la direction, pas de Punta Arenas, mais dans une autre direction, envers San Antonio. Parce que Samuel Fuenzalida et Jorgelino Vergara m'ont expliqué que ce monsieur, et il ne connaissait pas le nom, il reconnaissait simplement le visage, travaillait pour une pêcherie.
Ah, je dis, la pêcherie Camelio à Punta Arenas. Ils disent non, on ne connaît pas la pêcherie Camelio. La pêcherie Arauco. C'est quoi la pêcherie Arauco? La pêcherie Arauco, c'est à San Antonio. Pourquoi est-ce qu'il a été en liaison avec la pêcherie Arauco? Et c'est là où j'ai appris que la pêcherie Arauco, comme 38 rue de Londres, a été appropriée par le junta le jour même du coup d'État, le 11 septembre 1973. Pourquoi est-ce qu'un junta militaire prend contrôle d'une pêcherie? C'est vraiment bizarre. Et c'est le directeur du pêcherie qui a été arrêté le 11 septembre 1973, M. Anatolio Zarate, qui aussi a été torturé par Rauf, et malheureusement et tristement est décédé il y a 2 jours, qui m'a raconté pourquoi ils ont pris la pêcherie Arauco. Parce que, en 1973, la pêcherie Arauco a acheté 310 camions frigorifiés de Chevrolet en Argentine. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pris ça? J'ai posé la question. Parce qu'ils ont utilisé les camions frigorifiés pour transporter les détenus et pour faire disparaître les corps. C'était très choquant. Vous pouvez imaginer d'apprendre tout ça, parce qu'en fait, ce que j'apprends, c'est que M. Rauf a repris son travail du passé, des années 40, non maintenant avec des camions à gaz, mais avec des camions frigorifiés. Et ça, c'est absolument horrifiant. Je pense que c'est la première fois qu'on a une preuve qu'un des nazis qui est parti en Amérique du Sud se met à travailler pour une dictature. Et ça, c'est donc la deuxième partie de l'histoire. Mais tu as mentionné, Bruno, l'aspect littéraire qui joue un rôle très important dans ce livre. Non seulement Roberto Bolaño, dans son livre remarquable « Les Nuits à Chili », qui évoque la possibilité qu'il y a un lien entre Rauf et Pinochet. Il le fait, son livre est publié en 1997, « Les Nuits à Chili », 97, c'est-à-dire 20 ans avant que je commence mon travail, et il évoque une relation entre Pinochet et Rauf. Mais si on va encore plus en arrière, jusqu'à 1965, je découvre un article publié par Pablo Neruda en juillet 65 dans un journal de gauche au Chili, un article de 1500 mots qui attaque vivement le système juridique du Chili pour avoir lâché M. Rauf en 1963. Et c'est une attaque forte sur les juges et sur le système de justice. Mais il y a une ligne dans cet article qui est absolument remarquable. Neruda écrit « Seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce monsieur Rauf, il sait tout ce qu'il faut savoir sur les camionnettes. » Et quand on imagine qu'il a écrit cette ligne en 65, 8 ans avant le coup d'État, il a en effet imaginé ce qui allait se passer. En effet, quand on relit ça de nos jours, et ce que je trouve remarquable par ça, c'est que c'est par la voix de ces écrivains, poètes, romanciers. Et il y a un autre aussi, un écrivain britannique qui s'appelle Bruce Chatwin, qui a écrit un livre qui s'appelle « En Patagonie », où Rauf joue un rôle. On voit que la vie littéraire a imaginé absolument correctement où les choses, la direction qu'allaient prendre les choses, ou qui ont pris les choses. Et ça, je trouve très touchant et très, très fort. Merci Philippe. C'est une très longue réponse. Désolé. Oui, mais du coup, on va devoir passer au moment des questions. Mais juste avant qu'on passe à la petite demi-heure de questions, moi, j'aurais aimé évoquer avec toi, mais tu l'as évoqué un peu, parce qu'il y a quelque chose dans ce livre aussi, c'est l'enquête dans les lieux, la pérégrination. Tu as évoqué 38 rue de Londres, tu as évoqué San Antonio. Il y a aussi,
On évoque à un moment donné la Colonia Dignidad, on y va, on rentre grâce à toi dans ces endroits. L'île Dawson, qui est donc à quelques encablures, c'est de l'autre côté de Punta Arenas, qui va devenir l'île 41, c'est-à-dire un camp de prisonniers, en fait, qui va être établi par la dictature au lendemain du coup d'État. Mais puisqu'il faut, moi, que je conclue avant de laisser la parole à la salle, j'avais une question pour toi et qui était une question simple. Je me souviens d'un film en anglais. À la fin, l'héroïne se tourne, ou un des gens se tourne vers le héros qui est un procureur et lui dit « Was justice done ?» Est-ce que la justice, finalement, a été rendue? Aujourd'hui, quand on regarde toutes ces histoires que tu racontes, en fait, qui est la même histoire, est-ce que de ton point de vue de juriste, mais j'allais dire d'auteur et d'écrivain, est-ce que la justice a été faite? Est-ce qu'elle a été rendue? Est-ce qu'elle a avancé avec tout ça? Pour Rauf, il y a une sorte d'impunité totale, sauf qu'il a vécu, après 62-63, de façon quotidienne avec la peur totale. Et ça, on le sait parce que j'ai tous ces lettres qu'il avait écrites à sa sœur. Et chaque matin, il avait peur. Chaque soir, il avait peur d'être arrêté, d'être assassiné. Et ça, c'est pas une impunité totale. Il y a une impunité formelle totale, mais c'est pas l'impunité totale. Quand on vit comme ça, et on le ressent, mais finalement, oui, avec Rauf, ça n'a pas marché. Pour moi, l'histoire avec Pinochet, c'est plus complexe. J'ai un conflit en moi-même. Est-ce que ça aurait été mieux que Pinochet part en Espagne ou qu'il rentre chez lui à Santiago? Quand il rentre chez lui en Santiago, c'est pas un homme libre. Il est inculpé, il perd son immunité, et au moment de sa mort, il est sous arrestation chez lui, il ne peut pas sortir. Alors, ça, c'est pas l'impunité totale, mais, comme disent plein de personnes, il n'a jamais été jugé. Et ça laisse un goût mauvais. Par contre, et là, il faut être honnête, quel droit avait l'Espagne de juger les crimes d'un Chilien? D'abord, l'Espagne était l'ancien pays colonisateur du Chili. Deuxièmement, et beaucoup plus important, l'Espagne avait vécu ses propres crimes entre 1936 et 1976. Personne n'a été jugé. Personne, pas une seule personne, pour les crimes, des disparitions, des tueries du général Franco. Alors, sur quelle base morale? Juridiquement, il n'y a pas de problème, compétence universelle. Mais sur la base morale, quel droit avait l'Espagne de juger? Et en fait, les trois avocats espagnols qui jouent le rôle le plus important dans cette histoire, Juan Garcés, qui était l'ancien collaborateur du président Allende, un homme remarquable, qui vit à Madrid de nos jours et qui était l'avocat de Carmelo Soria, de l'épouse de Carmelo Soria. C'est lui qui a poussé Castresana. Deuxièmement, le procureur Castresana. Troisièmement, le juge Garzón. Ils m'ont tous dit la même chose. En fait, la vérité pour nous, c'est qu'on n'a pas pu toucher Franco et d'aller contre Pinochet, c'était une façon de toucher Franco. Et donc, il y a une complexité là. Et je pense que parmi les gens raisonnables, y compris dans cette salle, on peut avoir une perspective différente. Chili ou l'Espagne, pour moi, ce n'est pas noir et blanc. Et je comprends, des deux côtés, il y a des grandes perspectives différentes. Est-ce que ça aurait été mieux? Mais finalement, pour moi, c'est d'abord pour Pinochet lui-même, pas une impunité totale. Et en ce qui concerne le droit international, c'est un moment complètement révolutionnaire, comme Nuremberg. C'est à cause de l'affaire Pinochet
que tout chef d'État qui commet un crime international sait maintenant que c'est possible qu'en voyageant, surtout quand ils sont plus en présidence, c'est possible qu'ils peuvent être arrêtés. Et ça joue un rôle très important de nos jours. Nous avons l'arrestation de l'ancien président du Philippines, M. Duterte, qui est arrêté après qu'il quitte la présidence, qui est maintenant à La Haye, devant la Cour pénale internationale, inculpé, et qui va faire face à un procès. Mais aussi, nous avons les histoires de M. Poutine, de M. Netanyahou et d'autres leaders et ex-leaders, M. Assad au Syrie, où la Cour de cassation ici à Paris a statué il y a juste quelques semaines que sur la base du précédent de l'affaire Pinochet, les autorités françaises peuvent maintenant inculper l'ancien président du Syrie pour la torture et pour d'autres crimes. Alors ça a eu un effet énorme, très important, et je dois dire que pour ma perspective personnelle, la justice internationale, comme la justice de droit interne, c'est un jeu à long terme. Ce n'est pas demain que tout sera réglé. C'est petit à petit, c'est des petits pas. Quand j'étais jeune chercheur à l'université de Cambridge aux années 80, j'étais dans un collège où il y avait un collègue, c'était un grand professeur de l'histoire du droit anglais. Et parfois, quand je travaillais avec Eli Artepact, il m'invitait déjeuner. Il me posait la question, tu travailles sur quoi, Philippe? Et je lui expliquais tel ou tel sujet. Il réfléchissait, il dit, ah oui, oui, on avait un problème équivalent en droit anglais en 1472 et on a mis 275 ans à régler ce problème. Et c'est comme ça. On a commencé en 1945. On est tout au début. Et ça ne va pas donner la justice totale, comme au droit interne. C'est un jeu à long terme. C'est un moment difficile de nos jours, mais c'est le moment de lutter pour la continuation de ces principes qui ont commencé en 1945 avec Nuremberg et qui ont continué en 1998 avec Pinochet. Et donc, quand je regarde de cette perspective à long terme, je suis plutôt optimiste, mais pour le présent, c'est un moment difficile, c'est clair. Les prochaines années vont être très dures, très difficiles, mais finalement, ça va redémarrer. Merci Philippe. Pour ce mot de conclusion, on va passer aux questions. Pas véritablement une question, c'est juste une remarque sur une des phrases que vous avez dit concernant les camions de Rauf. Dans le documentaire Shoah de Lanzmann, au milieu à peu près, et il lit une lettre lui-même, Lanzmann, signée par Raouf, dans laquelle il donne de façon détaillée toutes les instructions pour comment utiliser l'expérience des exterminations qu'ils avaient fait avec les camions pour qu'ils soient nickel-chrome. Vraiment, techniquement, il était un type ignoble. C'est pour ça que je m'étais permis de dire inventeur avec des guillemets. Mais donc c'est bien lui le constructeur de ça, parce que c'est l'instruction à l'industrie qui fabriquait ces camions. Non, les détails sont épouvantables. Je ne sais pas si vous avez lu encore le livre. Je mets tous les détails dans le livre. C'est un moment dur dans le livre quand on voit comment il s'interrogeait sur les petits points de détail. Je ne vais même pas partager maintenant parce que c'est tellement horrible, mais on comprend la pensée de cet homme. Et donc, en écrivant ce livre, j'ai dû aussi, et c'est peut-être plutôt mon style britannique, je suis double nationalité, mère française, père anglais, et aux années 70, aux années 80, on a vécu avec Monty Python et ce genre de trucs. Alors pour nous, les moments les plus durs, les moments les plus difficiles, on arrive aussi à trouver des moments de l'humour, de rire, parce que c'est important de faire ça dans la vie. Et donc, il y a des personnages dans le livre qui allègent un peu la dureté de certains aspects de ce livre. Par exemple, mon personnage préféré dans le livre, c'est l'interprète. C'est une femme absolument remarquable. à Londres, hein.
C'est l'interprète à Londres. L'interprète à Londres, Jean Pateras, qui a passé 500 jours avec Pinochet, et qui était là à tout moment important, et qui m'a raconté des histoires vraiment morts de rire, de comment les choses se passaient à l'intérieur. Et là, je pense que c'est important d'avoir une sorte d'équilibre, parce qu'il y a des aspects qui sont tellement durs dans ce livre qu'on a besoin aussi de trouver des moyens de s'en sortir de façon humaine et d'être en contact avec la personne qui était présente au moment d'arrestation de M. Pinochet. Pour moi, ça c'est un des grands moments de cette recherche qui a duré 10 ans, et du livre, le moment qu'un interprète dit à quelqu'un comme M. Pinochet, vous êtes sous arrestation pour meurtre, pour génocide, pour crime contre l'humanité. Et je lui pose la question, comment il a réagi. Et elle me dit, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Elle était là dans son lit, dans son pyjama, et il était furieux. Et j'ai adoré ça. Et c'est ces genres de moments, le moment de l'arrêt, le 25 novembre 1998, elle était avec lui. C'était elle qui expliquait ce qui se passait. Comment il a réagi quand Lord Hoffman a voté contre l'immunité, il a compris qu'il n'allait pas rentrer chez lui. Elle a dit, il a immédiatement arrêté de manger son dulce à leche qu'il adorait, et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et c'est ces points de détail, je pense, qui nous donnent de la force dans les moments difficiles. Mais il y a plein de moments difficiles et durs. Oui, bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier pour le livre. Je ne l'ai pas encore fini, donc vous avez un peu spoilé des choses, mais je vous remercie. Désolé. Quand même. On s'est posé la question avant, et puis on a décidé. Je savais en venant que je courais ce risque. Non, je voulais savoir, le livre est sorti au Chili, et je voulais savoir quelle réception il avait. Vous avez évoqué rapidement la conséquence un peu judiciaire d'une partie des choses que vous dites dans le livre, mais au-delà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur comment, y compris dans un moment très particulier, comme vous l'évoquiez en termes d'élection, comment il était vécu? Merci pour cette question. Il y avait un aspect qui était très important pour moi, c'était que c'était une grande importance que le livre sorte d'abord en espagnol, avant que ça soit publié en anglais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que finalement, c'est une histoire chilienne. Ça n'aurait pas été correct que ce livre paraisse d'abord en anglais et 9 mois plus tard, il y aura une traduction. Alors, on s'est accordé avec la maison d'édition britannique Weidenfeld et Nicholson et la maison d'édition espagnole Anagrama pour que ça soit publié le 2 avril en Espagne et au Chili, en Argentine, et le 3 avril en Angleterre. Et en fait, j'ai lancé le livre au Chili. J'ai passé 1 semaine, 10 jours là-bas, Santiago, Valparaiso, San Antonio, Punta Arenas, incroyable à Punta Arenas, pour venir. Et c'était très émouvant et très touchant. Parce que, d'abord, et le plus important, c'était à chaque lancement, à chaque événement, il y avait plein de gens qui ont été très directement touchés par ces histoires. Et donc, j'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais parlé, qui m'ont dit « C'est incroyable que vous, un étranger, soit capable d'écrire ce livre. Pourquoi un Chilien n'a pas écrit ce livre ?» Et je pense qu'il y a une réponse à cette question. C'est très simple. Je pense que quand on est étranger, les gens ont plus de facilité à parler. Parce que je ne suis pas de la communauté. Et donc, ils étaient étonnés. Je dois dire, c'est un peu la même chose avec un livre qui traite des difficultés en Irlande du Nord par un Américain qui s'appelle Patrick Radden Keefe, un livre qui s'appelle en anglais « Say Nothing », ne dit rien.
C'était un Américain qui a écrit le grand livre sur l'Irlande du Nord, sur ce qui s'est passé aux années 70. C'était pas un Irlandais, c'était pas un Britannique, c'était un Américain. Parce qu'il a eu la capacité de créer un contexte de confiance où les gens étaient prêts de tous les côtés à parler. Alors, j'ai reconnu ça en voyageant. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont raconté des histoires très directes. C'était sur la liste des best-sellers, je pense que ce l'est toujours, pendant des semaines. Il y a eu un intérêt énorme, il y a eu plein de drames et des choses assez rigolos. Je raconte dans le livre, je ne sais pas, je m'excuse si vous n'êtes pas déjà à ce moment-là, que j'ai découvert que sous les autorités chiliennes, il y a été préparé un dossier de 10 pages pour M. Pinochet pour qu'il apprenne comment faire semblant d'être gaga. J'ai adoré ce fait. Et en fait, Jean Pateras, qui était avec lui, l'a trouvé en situation de simuler qu'il était démenti, gaga, et elle a complètement compris, elle a rigolé avec lui, elle lui a dit « mais arrêtez, c'est ridicule ce que vous faites », et lui il disait « oui, mais vous savez, je dois essayer, blablabla ». Et ça a créé tout un drame au Chili, parce que les deux ministères au pouvoir, au niveau le plus haut, ont été très choqués par ce fait que j'ai révélé dans le livre. Et pendant que j'étais à Chili, ils ont annoncé publiquement que ce n'était pas correct, que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de dossier. Et en fait, ce qui s'est passé, et vous allez lire dans le livre, vous allez lire les détails du dossier, mais je ne mets pas le nom de qui a préparé le dossier, parce que les gens qui ont préparé le dossier m'ont demandé de ne pas révéler leur nom. Mais je sais que c'est 100% correct, et que c'était un dossier qui était préparé au niveau des plus hautes autorités chiliennes, au plus haut niveau, le plus haut niveau. Et donc, il y a eu des drames. Et pour moi, c'était très émouvant d'être au Chili à ce moment-là, parce que je suis un étranger. Et il y a des choses que j'ai découvertes maintenant que je dois ajouter, je pense, au livre. Par exemple, il y a la question de Isla Dawson. Dawson, c'est une île où il y avait un camp militaire, et immédiatement après le coup d'État, le 12 septembre 1973, tous les membres du gouvernement du président Allende ont été emportés à Dawson et enfermés dans un camp de concentration là-bas, on peut le dire. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, on a entendu des rumeurs que c'est avec l'assistance de M. Rauf que ce camp a été construit, parce que ça donnait l'apparence d'un camp de concentration allemand, et c'est le seul qui était comme ça dans tout le Chili. Et j'ai cherché, j'avais tous les rumeurs, mais je n'ai pas trouvé de documents et je n'ai pas trouvé de témoins. Alors, je mets dans le livre, je n'ai pas trouvé de preuves, il y a des rumeurs, mais on ne sait pas. J'arrive à Porvenir, on fait un événement pour lancer le livre dans le petit musée de Porvenir. C'est une population, c'est tout petit Porvenir, mais il y a 200 personnes qui sont venues, c'est-à-dire grand pourcentage de la population. Et après l'événement, la directrice du musée vient vers moi, parce que Rauf habitait à Porvenir. Il partageait entre Porvenir et Punta Arenas. Et il y avait une partie de la pêcherie à Porvenir. Et j'ai rencontré plein des femmes qui ont travaillé avec lui, qui m'ont raconté plein d'histoires, comme vous le savez, ils sont dans le livre. Et la directrice vient envers moi et me dit... J'ai dîné hier soir avec ma mère et je lui ai raconté ce que je faisais aujourd'hui, que je venais au lancement du livre sur M. Rauf et M. Pinochet. Et la mère dit « Ah oui, je me souviens très bien de Rauf quand il était là, parce que pour des événements spéciaux,
5 ou 6 fois, je cuisinais pour lui. Et c'était toujours la même chose. On devait dîner tôt. Il y avait toujours 5 ou 6 personnes qui étaient en visite de Santiago, des militaires, mais qui étaient habillés en civil, mais je savais, dit la maman, que c'était des militaires. Et après que le dîner que j'ai servi était fini, ils sont tous partis avec M. Rauf en hélicoptère pour Dawson. Et ça s'est passé 5 ou 6 fois. Alors avec ça, pour la première fois, j'ai un témoignage et je peux commencer. Alors j'ai l'impression que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le commencement de ce qui va sortir. Et en répondre brièvement à votre question, j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup plus à découvrir et qu'il y aura beaucoup plus à sortir sur ces histoires. Mais une chose qui est claire, tout ce que j'ai trouvé dans le livre, tout ce que j'ai écrit dans le livre est établi. Il n'y a personne vraiment qui dit c'est pas vrai. Il y a, par exemple, même les 2 ministères qui étaient impliqués dans la question du dossier pour Pinochet, ils n'ont jamais dit il n'y avait pas de dossier, ils ont simplement dit on n'était pas impliqués. Sur la question de la lettre, sur la caravane de la muerte, il n'y a pas eu de déni. Personne n'a dit non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors, tout est établi et maintenant c'est la question de savoir qu'est-ce qui va sortir. J'ai pas encore lu le livre, mais je crois avoir lu dans un journal où, en tout cas, j'ai appris que dans la pescaderia à laquelle vous avez fait allusion à San Antonio, on a utilisé des machines pour broyer les corps des détenus torturés à cet endroit. Est-ce que Rauf a joué un rôle de conseil dans cette macabre technique? Alors, là, je fais très attention parce que distinction entre rumeur et fait, c'est complexe. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit... Alors, j'ai rencontré des pêcheurs qui travaillaient pour la pêcherie Arauco. Et ils m'ont tous dit que c'était vraiment bizarre. Le 11 septembre 1973, tout a changé. L'armée est arrivée, et puis après le DINA, et nous n'avons plus le droit d'aller dans certaines parties de la pêcherie, y compris la partie où il y a une machine pour transformer les grands poissons en fish meal. Comment est-ce qu'on traduit fish meal? C'est le manger qu'on donne au poulet. La farine. Farine de poisson. Alors, farine animale. Alors, c'était la pêcherie qui avait la plus grande machine pour produire farine aux animaux, 30 tonnes par jour. Et il y a plein des pêcheurs qui m'ont dit, regardez, on n'a rien vu, on n'avait pas le droit de rentrer dans cette salle, mais c'était énorme, tu peux mettre une baleine là-dedans, tu peux tout faire là-dedans. Et il n'y a personne qui m'a dit, oui, on a vu... Il y a des gens qui m'ont dit, on a vu M. Rauf dans cette pêcherie, mais personne ne m'a dit qu'on a vu M. Rauf jouer un rôle avec cette machine. Et ça, je pense, c'est pour les prochains de faire une investigation là-dessus. Pour moi, l'instinct est clair. Cette pêcherie a joué un rôle absolument clé. Et si on parle de l'impunité, là où il y a vraiment eu une impunité totale, et le Chili n'est pas unique dans ce sens. La même chose s'est passée pendant 50 ans avec l'Allemagne, la même chose s'est passée avec les Britanniques dans leur colonie, avec la France dans leur colonie. C'est les boîtes privées n'ont pas été soumises à des investigations. Et ce qu'on connaît maintenant avec le Chili, avec cette pêcherie qui était une boîte privée, c'est qu'il a joué un rôle très important. Et la partie privée, les compagnies privées, l'industrie,
n'a jamais été mis sous investigation ou examination de leur rôle dans la dictature. Et ça, c'est en effet une impunité totale, parce qu'il y a des gens qui ont gagné des sommes énormes pendant cette période. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça au Chili, mais c'est un peu partout dans le monde comme ça. Quand il y a des dictatures, il y a toujours les partis privés, les grandes compagnies dans ces pays qui jouent un rôle à maintenir la dictature. On comprend ça si on prend le livre magnifique de Éric Vuillard, L'Ordre du jour, qui a gagné le prix Goncourt en 2017, qui commence avec la rencontre des 24 plus grands hommes d'industrie en Allemagne en février 1933, pour dire, bon, on n'aime pas tellement ce monsieur, mais finalement, c'est la façon de gagner beaucoup de fric, on va travailler avec lui. Et on arrive jusqu'à janvier 2025 et l'inauguration de M. Trump, et on voit exactement la même chose. On voit les grands hommes du monde digitaux et du tech qui sont réunis ensemble, même s'ils sont des démocrates, même s'ils sont quasiment de gauche, qui ont complètement changé de direction. Et ça, c'est un thème dans mon travail un peu partout, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'ex-Yougoslavie, que ce soit l'Hongrie de nos jours, que ce soit la Russie. Les privés ont toujours un rôle, mais ils échappent toujours à la justice, qui se dirige, la justice, toujours vers la partie publique, vers les hommes politiques, parfois très rarement les femmes politiques, vers les autorités publiques, et pour le privé, les gens oublient. Alors ça, c'est le domaine où je pense les plus grandes recherches doivent maintenant continuer. Vous pouvez nous dire quelque chose sur les négociations entre le gouvernement anglais et chilien pour permettre le retour des dictateurs? Qu'est-ce que vous voulez savoir en particulier? Qu'est-ce qu'ils ont négocié? Est-ce que c'était un cadeau pour le rôle du Chili aux guerres de Malwine? Ça a été dit par Philippe, mais dans le deal que tu mentionnes... Oui. Qu'est-ce que vous dites sur Frey Alors, il faut se rappeler que cet événement a eu lieu dans un grand moment de changement politique au Royaume-Uni. En mai 1997, le Parti travailliste a pris le pouvoir pour la première fois en 18 ans. Depuis 1979. Alors Pinochet lui-même, et c'est Miguel Schweitzer qui m'a tout raconté, a été averti, avant de voyager à Londres en octobre 1998, que c'était plus son amie Madame Thatcher qui était là. Et Madame Thatcher le soutenait pour deux raisons principales. Parce qu'ils partageaient une perspective idéologique de libéralisme, mais aussi, et ça j'avais pas bien compris, avant que je voyage pour la première fois à Punta Arenas, que le gouvernement chilien, sous M. Pinochet, en 1982, pendant la guerre des Malwines, avait donné une base aérienne aux Britanniques au sud du Chili, qui a fortement assisté les Britanniques dans la guerre contre les Argentines. Alors, Pinochet se sentait protégé non seulement par Madame Thatcher, mais par aussi tout gouvernement britannique. Alors, il arrive en Grande-Bretagne en octobre, il ne rencontre pas les hommes et les femmes du nouvel gouvernement, il rencontre Madame Thatcher. Il a été averti, et il y a plein de gens dans le nouveau gouvernement britannique, y compris M. Jack Straw, qui était très anti-Pinochet. Et il y a beaucoup de rumeurs que le gouvernement britannique a joué un rôle dans l'arrestation de M. Pinochet. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que ça les a pris de façon complètement inattendue. Alors quand on va 15 mois au-delà du moment de l'arrestation, pour les Britanniques, c'est devenu une question embarrassante. Tolosa,
l'homme qui a dirigé les négociations pour les Chiliens, le psychologue avec un doctorat en psychologie, avait été pris, comme je l'avais dit, parce qu'on pensait qu'il savait comment les Britanniques pensaient. Alors il crée une stratégie. Il est assez brillant, cet homme. J'ai une appréciation pour lui, pour son intelligence et par sa générosité en me partageant son histoire. Il a dit au gouvernement chilien, voilà, nous allons procéder en 3 étapes. Première étape, moment d'arrestation, et les 5 ou 6 mois qui vont suivre, on ne fait rien, on ne pousse pas. Parce que les Britanniques vont être fous de joie, de la gloire, de leur indépendance des juges, de leur système juridique, blablabla. Alors, pendant cette période, il ne faut rien faire. Le moment où la deuxième étape commence, c'est le moment où il y aura un désastre et ça va devenir embarrassant. Et ce moment est arrivé en janvier, a commencé en janvier 1999 avec le désastre du rôle du juge Hoffman, où c'est devenu clair qu'il avait joué un rôle avec Amnesty International auparavant et qu'il était impliqué et qu'il y avait un conflit. Et à ce moment-là, Tolosa dit à Frey, voilà, on attend 2 mois et on commence à réfléchir sur la façon de leur offrir une voie de sortie de l'embarras, que ça devient embarrassant. Et on trouve un moyen. Alors, mars, juin 1999, ils font la préparation d'un projet sur l'état mental de Pinochet. Septembre 1999, le projet commence, 3e étape. 2e étape, c'est une sorte de planning de comment est-ce qu'on va faire. 3e étape, c'est le lancement du projet. Et on commence avec un nouveau ambassadeur à Londres. Les ambassadeurs jouent un rôle très important. Changement d'ambassadeur. Et le nouvel ambassadeur est donné l'instruction explicite d'écrire immédiatement à Jack Straw avec une analyse de la situation mentale de Pinochet qui n'est pas capable de survivre. Et à ce moment-là, commencent les négociations. Tolosa est allé pour la première fois au mois de juin. Il retourne 3 fois de plus, je pense. Les visites les plus importantes, c'est au mois de septembre, au mois d'octobre, pour négocier. Et à ce moment-là, les Britanniques disent « OK, on est prêt à faire retourner M. Pinochet, mais nous avons un prix. » Et le prix, c'est qu'il perd son immunité quand il rentre. Et ça a pris un peu de temps, m'ont expliqué Tolosa et Powell, parce que les Britanniques voulaient une preuve. Les autorités chiliennes avaient la capacité d'argumenter devant les tribunaux chiliens qu'ils ne devaient plus avoir une immunité en droit chilien. Et la façon de le faire, c'était de trouver un document que tout le monde avait cru n'existait pas. Un document signé par Pinochet. Et les Britanniques ont dit aux Chiliens, on veut de la preuve comme ça. Et c'est pour ça que Tolosa arrive à Londres en septembre 1999 avec ce document. Et ça marche comme ça. Avec ce document, les Britanniques se disent « OK ». Mais en fait, il y a plein d'autres preuves. J'ai posé la question à M. Insulza, qui était le ministre des Affaires étrangères. Comment est-ce que vous avez préparé la Cour suprême du Chili de renoncer à l'immunité de M. Pinochet? Il a dit, ah ben, ça c'est pas moi. Alors c'est qui? Il a dit, ben, c'est le président. Le président, qu'est-ce qu'il a fait? Le président a eu une réunion avec le président de la Cour suprême et il a dit, quand Pinochet rentre, plus d'immunité. Et en fait, 5 mois après que Pinochet rentre, la Cour suprême statue, plus d'immunité. Et ça s'est passé comme ça. Personne n'a corrigé l'histoire que je raconte dans l'histoire. Je pense que c'est assez clair. Bon, il nous manque plein de détails, mais je pense qu'en gros, on sait comment ça s'est passé.